Je suis heureux d'accueillir Pierre-Étienne Schmitt, qui est déjà intervenu cette année dans le cadre du séminaire de l'École française de design design. Et puis, j'en profite, puisque j'évoque l'École française de design analyse, pour prononcer à l'allemande, ça fait mieux. J'en profite pour indiquer que notre trésorier bien-aimé, notre trésorier... Non, pas celui-là. Non. Il y a rivalité des deux institutions. Il y a les Maldinéens, mais il y a l'institution qui vous accueille, qui est l'École française de design. Et mon trésorier bien-aimé me fait signe pour dire que nous sommes dans une situation financière un peu délicate. Et donc, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Je rappelle le montant de l'association, c'est 30 €. 30 € et 15 pour les pauvres et les malheureux étudiants. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, je présente en quelques mots Pierre-Étienne Schmitt, qui est donc déjà intervenu cette année dans le cadre de notre séminaire. Pierre-Étienne Schmitt est professeur en classe préparatoire à Cannes. Je ne vais pas citer ces très nombreux articles qu'il a publiés notamment au Cercle herméneutique. Et Pierre-Étienne Schmitt nous propose une intervention intitulée « Le souffle de l'abîme à l'impossible, le rythme ». Merci Pierre-Étienne, et je te donne le micro et la parole. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, remercier Caroline pour l'organisation de cette journée. Merci à l'École française de design analyse également, et merci à Philippe pour toute l'attention et la douceur avec laquelle tu animes toujours tous ces moments. Très sincèrement, merci beaucoup. Je sais que c'est pas simple, donc merci. Le titre de mon intervention, je le répète, j'espère qu'il pourra s'éclaircir peu à peu. Le souffle de l'abîme, à l'impossible, le rythme. Je ne suis pas tout à fait mécontent du titre, puisqu'on a ouvert la journée sur cette citation de Victor Hugo. Quel artiste que l'abîme. Et j'essaierai de montrer que l'abîme ne peut être artiste qu'à la faveur du rythme. Voilà. Donc le mouvement que nous entendons partager aujourd'hui pourrait se formuler de la manière suivante. Quand le souffle du vent se lève, tenter d'y vivre exige à même la difficulté d'être, et dans l'épreuve même du désêtre, d'apprendre à s'y laisser respirer. Mais sans le rythme, le souffle de l'abîme est irrespirable, tant qu'il demeure inarticulable, n'offrant ainsi aucune tournure d'existence. À l'impossible, à la faveur du rythme, je cite Henri Maldinet, l'ouvert est le ou de ce qui a lieu d'être. Fin de citation. Alors, pour citer Rilke cette fois-ci, être ici est une splendeur. L'âme s'ouvre, nous y respirons. Notre incessante exposition au souffle de l'abîme, abîme dont nous surgissons, ne cesse de porter l'existence au sentiment même de l'inexistence. Mais pour citer cette formule de Winnicott, soulignée dans la préface de Pontalis, que Pontalis accorde à jeu et réalité, patiemment étudiée par Maldinet, je cite, « C'est de la non-existence que l'existence peut commencer ». Fin de citation. Ou encore, dans les entretiens du 21 et 22 février 2009, l'existence commence chez quelqu'un qui se sent inexister. Voyez comment l'existence est détenue, voilée et en même temps peut-être révélée dans l'inexisté. Citation qu'on a travaillé tout à l'heure. Exister, c'est premièrement s'y découvrir projeté à l'impossible et ainsi éprouver, je cite, l'ambiguïté même de l'existence qui peut se trouver impliquée dans l'inexisté, mais qui n'est pas un ne pas exister, qui est véritablement et positivement une situation, la situation d'une existence, qui signale déjà que l'homme à l'état naissant n'est pas un état. Fin de citation. La présence commence et ne cessera de se recommencer par et en cette crise. Cette expérience proprement critique, et en cela décisive à chaque fois pour chaque présence singulière, n'est pas secondaire, anecdotique, épisodique. Elle est native. C'est-à-dire, nous n'aurons de cesse d'y ressurgir. Co-naître à l'existence comme au monde, c'est endurer cette crise. Non comme ce que nous devrions éviter, et pire encore, fuir là-bas fuir, ni comme ce contre quoi nous devons nous défendre, mais comme l'opportunité d'y reconnaître au risque de la reprise ou de l'effondrement du rythme.
Accueillir et ainsi pouvoir pâtir d'une telle épreuve, c'est là l'expérience qui accorde tout advenir à nous-mêmes. La pathologie est bien au contraire marquée par cette indisposition à la crise. Dans une dynamique de présence schizophrénique, par exemple, l'espace est tellement bourré, rempli, qu'elle ne peut précisément plus y respirer. Il va falloir limer le mur, retrouver la ligne de faille, ces espaces médians, ces espaces de jeu dont le rythme s'offrira comme, je cite Henri Maldinet, l'articulation même du souffle de l'abîme. Fin de citation. Face ou encore au cœur du breakdown de la projection originaire, le rythme. Et si, selon les mots de Henri Maldinet, je cite, c'est la lutte contre la béance qui constitue proprement l'agonie primordiale, fin de citation, il n'y a pas à se détourner de la béance originaire, mais combattre, battre avec, au présent perpétuel du rythme. Aussi, pour aborder ces entretiens au bord de l'abîme, laissons-nous en venir à la parole de quelques poètes qui furent les compagnons si souvent d'Henri Maldinet. Tout d'abord, Rilke, dont Henri Maldinet aimait à écouter le premier sonnet de la deuxième partie des sonnets à Orphée, Atmen. Je cite. « Respirer, invisible poème, pur échange perpétuel contre mon être propre de tout l'espace du monde, contrepoids dans lequel moi-même, rythmiquement, je m'adviens. » Fin de citation. À présent, Georges Braque, dont il partageait la passion de l'œuvre avec Jean Bazaine. Nous n'aurons jamais de repos, le présent est perpétuel, le perpétuel est son bruit de source. Fin de citation. Et enfin, Henri Michaud, dont la figure de plume n'est pas la moindre forme rythmique exposée au grand vent du souffle de l'abîme. Je cite Henri Michaud. La poésie, plutôt qu'un enseignement, et plus même qu'un ensorcellement, une séduction, est une des formes exorcisantes de la pensée. Par son mécanisme de compensation, elle libère l'homme de la mauvaise atmosphère, elle permet à qui étouffé de respirer. Fin de citation. Citer la parole des poètes, cette parole à l'impossible, selon le titre d'une contribution importante de Maldinet, c'est encore ne rien dire. Et surtout, il convient de ne rien vouloir lui faire dire. Là où précisément la parole poétique n'énonce rien. Si c'est bien par la parole poétique qu'advient la présence, ce n'est précisément pas en ce qu'elle pourrait se réduire à quelques significations, même existentielles. Pur signe, la parole poétique n'enseigne, ni ne séduit. Aimons-la, laissons-nous étreindre par son rythme sans précisément céder au désir d'y rechercher quelques significations ou quelques attaches séductrices. La parole poétique relève bien plutôt, pour employer une expression reprise à Hofmannsthal par Maldinet, de la signifiance insignifiable. Elle répond ainsi à l'appel. Elle est la répercussion rythmique du bruit de source de l'ouvert. Elle ne peut ni le saisir ni l'énoncer, dans la mesure où, je cite, « l'ouvert n'est pas signifiable, il est signifiance. L'ouvert est le ou absolu en deçà de l'être et du sens. Il est l'apertural qui appelle à être. » Fin de citation. Si le poème porte l'écho de cet appel, dans l'ouvert vient, c'est précisément qu'il nous faut nous y laisser advenir. L'épreuve de la parole poétique pourrait ainsi nous apprendre, patein matos, rythmiquement à advenir à nous-mêmes, en l'éclat le plus simple et le plus fragile de cette signifiance insignifiable, dont nous ne manquons pas de pâtir, mais dont la traversée n'est pas nécessairement pathologique. Vouloir y déchiffrer une signification à sa propre présence, c'est substituer pathologiquement un objet signifiant à l'épreuve même de l'existence. Or, comme le remarque Maldinet, on l'a déjà cité tout à l'heure, un objet, ça n'existe pas. Il faudrait l'entendre ici conceptuellement, rigoureusement. Au plein ouvert du sens, quand soudainement le sens s'exhale, il n'y a pas à saisir de signification, mais à s'y laisser aller, respirer. Par conséquent, il n'y a de parole qu'à l'œuvre d'une écoute interprétative en laquelle la présence en son entier est engagée. D'un poème, il ne peut être question d'être sûr ou sûr. Nous ne pouvons y être qu'exposés, face, pour reprendre une expression importante dans la poésie du Boucher. Face et non en face d'un objet
précise Henri Mallinet, mais face à l'ouvert, dont la percée perpétuellement reprise est l'événement dont il nous faut pâtir comme advenu de soi. Dès lors, il n'y a de parole qu'en présence, dans le mouvement même de la plénitude, à l'œuvre. La parole poétique nous reconduit au cœur de l'abîme et pensant, repensant perpétuellement à même la difficulté de la présence, Henri Mallinet n'aura eu de cesse de se laisser reconduire poétiquement au souffle de l'abîme en y déployant sa présence, energeia, en grec. Aussi, Henri Mallinet peut-il remarquer, je cite, « À mon avis, l'erreur majeure sur l'art, qui est la plus répandue, c'est celle d'en faire un imaginaire, faute d'avoir eu ouverture au rythme dans le saisissement. Le rythme n'est pas un objet, je suis au rythme. Il est un existentiel. Il n'est présent qu'à l'exister. » Fin de citation. Ce mouvement de la présence à l'impossible s'accomplit pleinement à l'œuvre, à la faveur du rythme comme, je cite à nouveau, articulation du souffle. Aussi, doit-on considérer que le ménagement de la présence humaine d'une part, et de l'art à l'œuvre d'autre part, dans le chemin de pensée d'Henri Mallinet, s'articule précisément en ce point source, ou encore en ce point cosmogénétique, dirait Henri Mallinet. À même la béance, dirait Cézanne, le chaos, Paul Klee, d'où surgit le souffle, d'où ça souffle, il nous faut tenter d'habiter l'espace, ce Weltraum, cet espace de monde. Mais cet espace de monde n'est cependant aucunement étendu devant moi en tant que sujet. Il est la configuration rythmique de l'ouvert, au cœur duquel nous attenons. La parole poétique ne relève donc d'aucun énoncé, d'aucun enseignement. Elle ne doit pas nous ensorceler, pas plus qu'elle ne doit nous séduire. La parole poétique, c'est-à-dire l'art à l'œuvre, libère, dans la mesure où en elle, par elle, s'accomplit le mouvement même de l'exister, ek stare. La parole poétique accomplit ainsi le mouvement du grand dehors, ou pour reprendre l'expression de Gerashom Lukács, la parole poétique, l'art à l'œuvre, c'est ce comment s'en sortir sans sortir. Comment s'en sortir sans sortir. Face à l'abîme, face au chaos, c'est primitivement l'agone. Et bien souvent, si souvent, sinon en truquant, en feignant, nous nous sentons perdus. Nous souffrons de ce sentiment d'inexistence. Sans toutefois pouvoir et en devoir en sortir. Au cœur de l'abîme primitive, la perte est sans issue. Nativement, nous n'avons cependant rien perdu. Cette perte, nous la sommes. Cette perte, nous la sommes. De cette déchirure, nous n'aurons de cesse d'y ressurgir. Énigme du perpétuel jaillir. Chaque jour, il faut s'y tenir. Ce défaut d'être, nous le sommes, ou plus encore, nous y existons. Cette faille incolmatable de la finitude, qui toujours déjà nous projette en cette boiteuse errance oedipienne, c'est la nôtre, le partage même de notre finitude. Le premier paysage, le paysage primaire de la présence, semble trop s'étendre au point de s'engloutir et de nous y engloutir, une perte sans fin et sans retour. Primairement projetée, l'existence paraît trop lointaine, l'y mesure nos souffles. Qu'au cœur de ce breakdown, quelques gestes, quelques premiers souffles chantants, quelques exhalaisons natives nous offrent un premier jeu espace-temps, où commencer à advenir, c'est là toute la portée décisive des airs rythmiques, où, jouant des espaces-temps médians, commence à s'articuler le proche et le lointain, la présence et l'absence. Être là, être juste là, ne tient qu'au souffle d'un la, dont la voix défaillante trace l'heure d'un premier geste rythmique. C'est à travers le rythme que s'éveille, je cite, cette capacité peu commune de muer en terrain de jeu le pire des airs. Fin de citation. Selon l'expression de Léris, citée par Pontalis dans sa préface à Jeu et réalité. Il conviendrait de s'attarder sur cette citation. Elle rappelle une puissance sidérante de l'enfance, une disposition d'enfance nue et plus encore une disposition native. La puissance de muer, celle de s'ouvrir en l'espace même du rien au cœur du désêtre même, à la mutation des formes ou encore au devenir métamorphique. Cette disposition, où il y va d'une transpassibilité et non d'une capacité subjective, est celle de sauter au cœur du jeu,
jeu de la formation des formes, ou plutôt des formes en formation. À l'impossible, comme au cœur du désert, le rythme. Comme l'écrit Pontalis dans sa préface, un bout de ficelle, le rythme de sa propre respiration. Peu de choses, moins que rien, simplement ce qui m'arrive quand je puis l'accueillir. Fin de citation. Reste que cette disposition est si vite recouverte par l'injonction de recouvrir les airs d'enfance et de très vite, très très vite, devenir adulte. À défaut de savoir grandir à la faveur du souffle. Reste également que le paysage primaire semble nous plonger agoniquement dans la trop grande sauvagerie de l'être, son expression de Maldinet, qui nous souffle au point de n'y pouvoir trouver aucune articulation d'existence, aucune figure par où tenir et où trouver l'issue. Mais, écrit Maldinet, il est une autre manière de nous éveiller de l'être perdu, sans sortir du paysage. L'art commence à cet éveil. Dans la peinture de paysage, le paysage devient l'ouvert. Comment? Rythmiquement. Fin de citation. Ainsi seulement, la finitude n'en finit-elle pas de pouvoir se reprendre, c'est-à-dire y reprendre haleine. Ainsi, la parole poétique, comme chaque œuvre à l'œuvre, accorde-t-elle la respiration même. Mais, répétons-le, non en ce qu'elle énonce ou représente, mais en sa puissance rythmique, laquelle ne peut nous ébranler que si nous nous y laissons pleinement engagés. Quand Hölderlin écrit « Viens dans l'ouvert », ou plutôt comme le précise Maldinet, « Dans l'ouvert, viens », ce n'est rien d'autre que la puissance poétique, c'est-à-dire rythmique, qui appelle. Car le rythme ne fait rien. Il laisse venir en appelant. Il bat. Et battant, dans le mouvement même de la proximité et de la distance, de la présence et de l'absence, il appelle. Battant l'ouvert, il est la répercussion de l'appel. Aussi, ne connaissons-nous aucun repos. Mais l'inquiétude n'est ici aucunement psychologique, elle est ontologique, mouvement ontologique. Ainsi, est-ce au présent que nous connaissons? Si la présence est toujours exposée au souffle de l'abîme, c'est qu'elle ne cesse de surgir de l'abîme. Et comme l'écrit Hölderlin, je cite, « De l'abîme, en effet, nous sommes partis. » Et Maldinet d'ajouter « pour l'existence ». Mais la difficulté même de la présence, c'est que nous ne cessons pas d'en repartir. Perpétuellement, nous partons de l'abîme et naître à l'existence, c'est ne pas cesser d'avoir à y reconnaître. Naître, c'est prendre perpète. Naître à l'existence, c'est perpétuellement traverser l'épreuve, patein, d'avoir à y reconnaître à nous-mêmes comme au monde et y apprendre, matin, qui nous pouvons nous y laisser être. Si nous ne connaissons pas de repos, c'est précisément que nous naissons au présent. Nous naissons à la présence, au présent. Nous ne cessons de pouvoir renaître, de sorte que, l'eau de la finitude, nous ne sommes jamais nés. Participe passé. Nous ne cessons de surgir de cet extrême qu'est la naissance. Aussi, n'y a-t-il pas nécessairement à s'enfermer dans la plainte d'être né, ou d'être né tel ou tel? Entrer en présence, c'est ne jamais d'abord être enfermé ici, dans la factualité d'être né. Mais éprouver cette pure facticité, c'est là notre difficulté, de ne jamais pouvoir se reposer d'être né. Notre connaissance est perpétuelle. Ainsi en va-t-il de notre difficulté à y arriver, ER. Pour autant que nous n'y serons jamais arrivés, participe passé. Arriver au monde, c'est prendre perpète d'avoir sans cesse à y renaître. Il n'y a d'existence qu'en mouvement. Ce mouvement perpétuel de la reprise. Or, ce n'est pas la moindre difficulté, cette exigence est une exigence à l'impossible, selon l'expression de Maldinet. Avant de revenir sur cette exigence à l'impossible, reprécisons que la présence n'est pas vouée à la défaillance, ou encore que nous ne sommes pas voués ou condamnés à l'engloutissement, ou pour nous en protéger, contraints de nous enfermer dans la plainte d'être nés. Autrement dit, qu'à l'impossible, il y a toujours la singulière faveur du déchirement d'instant, où nous nous laissons nous ouvrir à et par l'ouvert, découvrant dans le paysage primaire de la projection un lieu où pleinement laisser déployer sa présence. Oui, il y a aussi, rarement, l'existence est rare, mais parfois, et parfois, c'est-à-dire chaque jour,
la puissance du jour, ou encore, selon l'expression du Boucher, dans le jour de cette déchirure, dont tout à coup, nous savons nous laisser devenir l'hôte, en recueillant sa puissance de métamorphose, et ainsi en nous tenant à l'éclat de nous-mêmes, dans la simple et ample respiration de monde. Ce moment rare, cette occasion singulière, c'est, rappelle Maldinet, je cite ce que les Grecs nommaient kairos, et alors de citer le peintre Tolkot. Je cite, « Il faut bien accepter le geste de l'instant et ne s'abîmer là où, passé, il n'y a pas d'ici. » Fin de citation. Maldinet commente comme suit, je cite, « Bien des œuvres sont mort-nées parce qu'elles n'existent qu'au passé, exposant à une autre vitrine ou sur une autre scène les images ou les signes d'un monde déjà enregistré. » Fin de citation. Il me semble que nous pourrions aisément reformuler les choses ainsi. Bien des présences sont mort-nées, ou presque. Mais attention, précisément. Oui, fonctionne ? Bon. Je reformule. Bien des présences sont mort-nées. Je préfère attention. Bien des présences sont mort-nées, ou presque. Et précisément, presque, nous faut-il ardemment souligner. Et la difficulté de l'existence est de pouvoir trouver la disposition de l'éveil, ce chemin d'éveil, à la longue et patiente endurance duquel nous apprendrions à nous laisser saluer par la beauté. Cette beauté du jaillissement pur qui déchire la trame qui ne cesse de trop repasser. Alors surgit, je cite, ce réel qui échappe à tout calcul, comptant et escomptant les possibles, précise Maldinet, avant de citer Hölderlin, énigme de ce qui naît d'un jaillissement pur. À quoi font écho ces mots de Tolkot, c'est ce à quoi renvoie Maldinet, je cite, point de l'invisible surgit dans l'instant, être saisi du monde dans le vif de l'instant, c'est la grâce première. Fin de citation. Que nous fait le réel d'être là, conclut Maldinet. Je reprends. Être saisi du monde dans le vif de l'instant, c'est la grâce première que nous fait le réel d'être là. Fin de citation. Au péril et à la grâce de l'impossible, pour reprendre une expression de Ouvrir le rien, l'art nu, la faveur du kairos. Or, le kairos nomme précisément ce présent perpétuel, cette perpétuité rythmique du temps. Comme le remarque en effet Jean Beaufray, je cite, « Ce sens proprement grec du rythme, c'est ce que bien avant la philosophie, la langue des poètes du monde grec, dont Parmenide est à sa façon si proche, avait célébré en l'évoquant, énigmatiquement sous le nom de kairos. » Et d'ajouter, ce nom énigmatique apparaît dans la poésie d'Hésiode et de Pindare. On peut bien en faire, si l'on veut, le moment opportun, si l'opportunité est d'arriver au port sans manquer le passage. Tel est du moins, à son aurore, le savoir grec de l'être, ce savoir qui se déploie dans l'élément de la présence, sans rien tourmenter ni forcer, sans esquiver ni se crisper, sans compromis ni démesure. Il est dès lors la grâce que respire l'homme de l'être. Fin de citation. Or, cette offrande, ce présent du sens rythmique, nous l'éprouvons à la faveur d'un cri, d'un oiseau matinal, d'un simple envol d'un coq de bruyère dans la grande plaine du Jutland, d'une apparition d'un chamois ou, autre exemple donné par Henri Maldinet, le bondissement d'une cascade. Ces moments de grâce au péril même de l'existence, il n'est pas besoin, comme l'écrit Maldinet, d'être artiste ou philosophe pour en faire l'épreuve. Je cite toujours Henri Maldinet. Un jour, sur un sentier de la vallée des Bans, Tolkot rencontra un paysan, vieux chasseur de chamois, qui tenait à lui faire sentir ce qu'avait de bouleversant et d'unique l'apparition de l'animal, à la crête ou au col où le chasseur l'attendait. Ce qu'elle avait d'unique, c'est que cet événement engloutissait l'attente et le monde en attente. On ne l'a pas vu venir, tout à coup il est là, comme un souffle, comme un rien. Ici le monde bascule, la surprise ne fait que déborder la prise. Fin de citation. Il en va ainsi de notre disposition à accueillir et s'y laisser respirer à même la simple offrande d'un poème invisible, comme enfin et à nouveau éveillé par le perpétuel jaillir et son bruit de source. Dans À l'impossible, la poésie, Maldinet rapporte cette opportunité du moment qui vient déchirer et ouvrir l'existence à son impossible. Je cite, « Un de nos amis a été le témoin récemment d'une telle découverte et même révélation de l'eau. Il accompagnait dans une haute vallée de Lambrunais un ami. À un certain moment, celui-ci s'est trouvé au bord d'un torrent.
Alors devant cette eau claire, puissante et bondissante, perpétuellement arrivante et dont le don sans cesse se succède à lui-même, inépuisable et frais, cet homme fasciné est entré en extase pendant de longues minutes. Et quand il a fallu partir, a dit « Cela, à mon retour, je ne le dirai pas, car personne ne le croira jamais. » Fin de citation. Que la respiration du monde puisse s'accorder dans le simple et furtif passage d'un chamois ou le bruissement de source d'une cascade ou d'un ruisseau ne doit pas nous conduire à considérer que ces paysages sont des œuvres d'art telles qu'on l'entend habituellement, mais bien plutôt que l'art à l'œuvre ne se voit pas. C'est la raison pour laquelle le poème demeure invisible, dirait Rilke. Si l'objet d'art, est spectaculairement visible, l'œuvre, et plus encore l'œuvré de l'œuvre, demeure invisible. Là où et quand précisément l'œuvré rythmique de l'œuvre configure l'ouvert, où et comment exister. Il n'y a de poème invisible que là où l'art surgit à l'œuvre, là où et quand l'ouvert œuvré rythmiquement accorde imprévisiblement un séjour, ou enfin entrer en présence. L'art à l'œuvre, c'est précisément quand je, en tant que sujet, ne vois pas un objet d'art posé devant moi, mais bien plutôt quand l'existence qui advient à travers l'œuvre advient pour autant qu'elle s'y laisse regarder là, retenue rythmiquement là, comme ce qu'elle peut être. Songeons ici au sonnet intitulé « Torse archaïque d'Apollon », tiré des nouveaux poèmes où Rilke présente une sculpture, un Apollon, dieu du soleil et du beau, dont il ne reste qu'un fragment, rien qu'un torse. C'est l'orbe de la poitrine qui nous retient, qui nous regarde. Je cite « Il n'existe point là d'endroit qui ne te voie. Il faut changer ta vie. » C'est la fin, la conclusion du poème. Fin de citation. Dans l'éclat fragmentaire de sa beauté, le poème invisible appelle, il laisse venir, il nous laisse advenir. Il accorde le retrait d'un regard, d'une parole qui laisse venir en l'espace même de l'exister, ce que Rilke nomme l'espace de monde. Le poème invisible surgit hors d'attente de tout effet esthétique, quand, à la faveur fragmentaire d'un rythme, nous nous laissons entrer en l'ouvert, ainsi à l'œuvre. Là où l'œuvre d'art ne se voit pas, ne relève pas du voir, et plus encore n'est qu'à déchirer et faire craquer la forme spectacle. Autrement dit, ce n'est pas moi en tant que sujet qui la vois en tant qu'objet, mais bien plutôt l'art à l'œuvre, c'est cette présence qui advient à elle-même à travers la singularité d'une configuration rythmique. L'art à l'œuvre n'est pas constitué par l'activité du sujet, posant devant lui un objet déterminé ou repéré par des traits distinctifs en tant qu'artistique, mais bien plutôt quand l'existence qui advient à travers l'œuvre advient pour autant qu'elle s'y laisse garder à nouveau, regarder comme ce qu'elle peut être. Par conséquent, l'art à l'œuvre n'est pas un objet culturel auquel on se rapporterait de temps en temps, le cas échéant, comme un objet socialement important, valorisé, divertissant. L'art à l'œuvre, c'est précisément comment l'être œuvre de l'œuvre, je prends les expressions de Mallinet, pages 128 et 136 de Entretien au bord de l'abîme, c'est comment l'être œuvre de l'œuvre découvre le séjour de l'existence humaine. Autrement dit, être à l'œuvre, c'est quand nous nous y laissons regarder et qu'elle advient à travers nous comme un geste entier de l'existence. Ce geste est celui du regard, de l'écoute, du toucher, c'est-à-dire quand l'œuvre est bien vivante, non pas pour nous, non pas à côté de nous, mais quand nous vivons à nous laisser éclore à l'existence humaine à travers les œuvres. Le poème invisible, c'est précisément quand l'art à l'œuvre expose rythmiquement l'existence à sa plus grande respiration. Aussi, nous faut-il montrer, avec l'œuvre d'Henri Mallinet, comment la présence toujours exposée à l'impossible n'est pas condamnée à l'impossibilité même, ou encore ce qu'Henri Mallinet nomme une forme d'existence en échec ou défaillante, mais peut, à la faveur du rythme, apprendre à respirer, entrer en l'ouvert. Si la présence humaine est difficile, jamais donnée d'avance, jamais assurée d'arriver à elle-même, si elle se structure par la difficulté d'être à l'avant d'eux, la présence des œuvres, en leur ampleur rythmique, accorde ce que Mallinet nomme l'articulation du souffle, à travers lequel nous pouvons advenir à nous-mêmes. Aussi, toujours exposé au souffle de l'abîme, à la puissance même de l'abîme, ou du chaos, c'est à la faveur du rythme que la présence à l'impossible peut advenir. Comment ? En trouvant dans le mouvement même de la perpétuelle reprise rythmique l'espace du pur échange de la respiration. Considérer et situer la difficulté de la présence, la nôtre, celle précisément qui constitue l'étoffe de notre partage de la présence, c'est entrer dans ce que Henri Mallinet, dès l'orée de ses entretiens, nomme l'exigence à l'impossible. Je cite. Avec une existence,
ce qui est décisif, c'est qu'au départ, exister se pose comme une exigence à l'impossible. Fin de citation. Exigence à l'impossible à laquelle l'œuvre de Henri Mallinet n'aura jamais failli et qui la rend si puissante, si difficile aussi, si belle, pour autant que la beauté appelle. Mais là où d'abord la formulation semble nous condamner au paradoxe insurmontable, il convient de préciser que s'il y a bien exigence, si exister ne peut s'advenir qu'à même l'épreuve de cette exigence, cette formulation ne revient aucunement à poser une impossibilité en soi. L'exigence à l'impossible ne signifie pas qu'exister relève d'une impossibilité. Ce n'est pas, précise Henri Mallinet, un ne pas exister, mais bien plutôt que toujours déjà impossiblement ou impré-possiblement, nous sommes critiquement exposés à l'advenir de soi. Autrement dit, nous existons toujours en précession de nous-mêmes. Il ne s'agit donc aucunement de faire l'impossible, mais de s'éveiller à cette aguéré, cette transpassibilité-réceptivité de l'événement toujours impré-possible, de soi comme avènement à soi. Il s'agit donc d'y être, de s'y tenir en éveil à l'impossible. Il s'agirait de se tenir éveillé à l'événement de soi, nous laissant ainsi advenir. Il s'agirait, c'est bien là l'exagéré qui porte, qui dresse et emporte toujours déjà nativement l'existant, de réveiller cette disposition à l'éveil. Mais la difficulté tient bien qu'un tel réveil, à la disposition de l'éveil, ne peut aucunement être volontaire. On ne peut vouloir s'éveiller. Certes, c'est vraiment exagéré, mais il en va ainsi que l'existence n'est pas le produit de la volonté subjective. L'existence n'est pas produite, c'est-à-dire portée à la présence par la seule activité du sujet. L'exigence à l'impossible ne peut donc aucunement se réduire, ni même se formuler comme un programme volontariste d'une philosophie du sujet. L'exigence à l'impossible souligne combien l'existence est toujours déjà en excès par rapport à toute représentation ou saisie subjective. Cette exigence à l'impossible surprend primairement l'existence, qui ne peut dès lors aucunement pleinement se comprendre depuis l'affirmation d'une souveraineté du sujet. Cet excès de la présence n'est rien d'autre que sa caractérisation psychique. Là où, comme l'écrit Marina Tsvetaeva, je cite, « Je vis toujours en dehors de moi. C'est une maladie incurable. Son nom, c'est l'âme. » Fin de citation. L'âme ou encore le psychisme n'est rien d'autre que l'épreuve d'être sous la modalité même de cette ouverture. La présence humaine n'est donc pas secondairement ouverte à, mais elle n'est rien qu'à tenir l'ouvert, tenir l'épreuve de sa prime ouverture, de l'être ouvert à. Cette épreuve expose ainsi toujours déjà la présence à la fermeture sur soi, et sous combien de formes, mais aussi sous la modalité singulière d'une percée du néant singulière. Dès lors, le psychisme n'est aucunement une substance, mais l'instance d'ouverture, d'une ouverture à même l'abîme qui ne se déploie pleinement, trouve sa pleine mesure respiratoire qu'à la faveur d'un rythme, ce que le poète Mallarmé nommait le nœud rythmique de l'âme. Or, toute la difficulté avec les nœuds, c'est qu'ils puissent tenir, c'est-à-dire se nouer sans nous étouffer, et sans risquer de se dénouer définitivement. C'est l'art rhapsodique de nouer ensemble afin que chaque fragment psychique puisse entrer en résonance avec les autres fragments psychiques sans qu'aucun ne manque d'air singulier. L'art du nœud, c'est qu'il accorde une belle configuration respiratoire. Nous pourrions ici rappeler ce mot que l'on prête à Schoenberg, je cite, « Si l'on savait comment Mahler nouait sa cravate, on en apprendrait plus qu'en 3 années de contrepoint au conservatoire. » Fin de citation. Si la présence se découvre à l'ouvert, toute sa difficulté tient de ce que cette épreuve, son épreuve d'être, excède toute représentation et toute volonté d'appartenance subjective. La présence ne s'appartient aucunement. Toujours à dessein d'elle-même, elle se découvre elle-même dans l'endurance d'un excès qui la porte en avant. Or, cet excès de la présence ne signifie pas démesure, mais patence dans l'ouvert, au cœur de l'espace ou du paysage duquel nous n'en finirons pas d'errer, de cheminer, ou, pour le formuler avec Héraclite, les limites de l'âme, tu ne saurais les atteindre, même en faisant toute la route, tant elle a de logos profond. Fin de citation, fragment 45. Que la profondeur de ce logos exige une compréhension de la dimension respiratoire de la psyché, c'est ce vers quoi nous aimerions cheminer, par où la compréhension de la psyché ne serait rien d'autre qu'en son propre mouvement d'approfondissement au cœur de la respiration du monde. Mais ce qu'il nous faut montrer, il n'y a
pleine et profonde respiration que là où le rythme articule le souffle de l'abîme. Penser la présence comme une exigence à l'impossible, c'est une tâche qui demeure elle-même et dans le même mouvement d'abord impossible, mais peut-être à l'impossible. Pour autant précisément que nous ménagions notre rapport à l'exclamatif. Au bord de l'abîme, Henri Maldinet remarque très justement que la pensée, c'est une percée, page 24, et nous exhorte, je cite à nouveau, à voir ce que le mot « penser » a d'explosif. Finalement, c'est un verbe, je poursuis la citation, finalement, c'est un verbe qui ne devrait être employé que comme un mode, qui n'est pas un mode, mais qui est l'exclamatif. C'est le mode de l'étonnement. Fin de citation. Et de préciser, je cite à nouveau, c'est ce moment où la révélation et l'ouverture sont une. C'est pourquoi il n'y a pas d'ouvert qui vous attende comme une piste au sortir d'un saut à ski. Fin de citation. L'ouvert n'a donc rien de disponible. L'ouvert, ce n'est pas cette ouverture établie telle des sorties d'autoroute entre lesquelles il nous suffirait de choisir avant même que d'être conduit par le GPS. Le projet est inanticipable, irreprésentable. C'est bien le saut au cœur de ce qui surgit comme abîme qui vient articuler dans le même mouvement, lui-même imprépossible, la révélation et l'ouverture. Ce point illocalisable, dans la mesure même où il n'est que mouvement, est inanticipable, hors d'attente. Et ce hors d'attente, il faut l'entendre comme extatique, comme l'extase même de la temporalité. Soyons attentifs à la manière même dont Henri Maldinet entend déjouer la représentation. Il souligne en effet dans quelle mesure, je cite, « Il est visible que le ski a détruit l'espace de la montagne. Tout s'est concentré sur le skieur. Il n'y a plus d'étonnement. » Fin de citation, page 24-25. On pourrait ici revenir sur l'importance de la montagne, non comme une image représentative ou vaguement symbolique, mais comme expérience qui articule le gravir et le choir, mais aussi le recueil, en bon lecteur de Rilke qu'il demeure. S'il n'y a plus d'étonnement, c'est proprement que le rapport à la montagne est d'abord perçu, éprouvé comme activité du sujet, règne de la subjectivité où le skieur vient dominer, sinon faire de la montagne, ce en tant que quoi elle est déterminée, faite pour une distraction, pour des subjectivités en mal d'espace et peut-être un peu de fun. Là encore, il n'y a de pensée, expérience de pensée, qu'à s'y laisser se mouvoir, se déployer, s'engager ou encore percer pleinement notre présence. Penser, ce n'est pas offrir quelques nouvelles représentations ou images, fussent-elles éloquentes, puissantes, mais se tenir là, au bord de l'abîme, en présence. Il n'y a pensé qu'à nous tenir en présence, et ainsi à participer de notre être entier à ce mouvement de percée, lequel ne peut manquer de nous mettre à vif, à nu. Il n'y a pensé qu'à s'y livrer ouvertement. Il précise encore dans un autre entretien, page 137, je cite, « Il faut toujours venir à ce moment explosif, exclamatif. L'exclamation ouvre l'espace dans lequel elle surgit. L'ouverture n'est pas un acte qui se passe ailleurs qu'en soi. » Et encore, commentant un nouveau frais le vient dans l'ouvert de Hölderlin, je cite, « L'ouvert n'est pas là comme un espace dans lequel j'ai à me rendre, mais comme une exclamation qui ouvre l'espace dans lequel elle retentit. » Fin de citation. S'exclamer, c'est là où exister et penser n'est rien d'autre que reprendre haleine. C'est bien, je cite à nouveau, une exclamation qui en somme ouvre la plénitude, ce qui paraît impossible puisque ce qui est plein ne peut être ouvert. C'est donc une plénitude toujours en ouverture et c'est bien ainsi que nous parlons, que nous pensons, que nous existons. Et si cette plénitude n'est plus en ouverture, elle est coagulée, alors on a un phénomène coagulé avec la paralysie qui s'ensuit. Fin de citation, page 155 des entretiens. Exister pensivement, c'est ainsi ménager ce rapport à l'exclamatif. Ce ménagement de l'exclamatif n'exigeant et ne déployant rien d'autre que le mélétatopane, soucie-toi de l'étang en son entier. C'est dans le mouvement de cette exclamation native que, pour citer Aristote, la psyché est à sa façon tous les étangs. On comprendra dès lors que ce souci, ce ménagement de l'étang en son entier, puisse s'accomplir depuis la dimension profonde de la respiration. Ménager notre exclamation, notre épreuve exclamative, c'est ménager le rapport à, l'ouvert du rapport comme exclamation, clameur de l'être dont nous participons et dont la pointe n'est que le « à » des choses, leur sidérante et fragile beauté. La phénoménologie comme retour aux choses mêmes se meut dans cette exclamation hospitalière des choses. Mais précisément, être pris dans l'exclamation, c'est toujours déjà être l'hôte de ce monde qui nous appelle et dont la seule réponse serait de s'y laisser aller respirer. C'est bien dans l'endurance de cet étonnement de l'apparaître
comme y apparaître que se formule l'exigence à l'impossible. Celle-ci nous surprend, nous pointe et nous singularise toujours, déjà dans la difficulté de la présence. Notre impossible et imprépossible présence dont il nous faut cependant répondre dans l'appropriation, l'événement, avènement de soi. Toujours déjà, elle est là, elle y est ouvertement. Comment? C'est pourquoi, je pense au temps, je voudrais développer pas trop longtemps, quelques éléments sur la question du rythme. Non, mais c'était... Voilà. Je voudrais en revenir à la question du rythme et dans quelle mesure Henri Maldinet l'articule précisément avec la citation de Georges Braque avec laquelle j'ai pu commencer ce cheminement. Donc, pourquoi le rythme et dans quelle mesure le rythme est la fracture perpétuelle de la présence? Je vais être assez rapide. Non pas l'éternel, mais le perpétuel. Le perpétuel est son bruit de source, écrit Georges Braque. Et Henri Maldinet commentait ainsi: l'instant de l'art est le lieu temporel du rythme. Le rythme est le seul mouvement possible de l'espace lui-même et de l'espace plein. Autrement dit, le rythme porte précisément la présence à sa plénitude. Le rythme accomplit la présence non en ce qui la déporterait de l'abîme, mais bien au contraire en ce que rythmiquement le vide est à l'œuvre. Dès lors, au cœur de l'abîme, à même l'épreuve de l'impossibilité d'être, le rythme surgit comme l'articulation du souffle. Qu'est-ce à dire, et c'est ainsi que je vais conclure, que le rythme est l'articulation du souffle, et notamment du souffle de l'abîme. Sans doute faudrait-il ici considérer à neuf la question de l'abîme. Mais précisément, là où le souffle nous emporte toujours déjà dans la surpuissance de son mouvement, il nous faut nous y laisser articuler rythmiquement nos existences. Je cite ici Henri Maldinet, « C'est la sauvagerie de l'être qui surgit, qui est bouleversante. Ce n'est pas du tout, comme certains le disent, son absurdité qui nous bouleverse, mais au contraire, sa signifiance. » Là encore, bouleversant ne dit rien d'une ouverture psychologique. Si la sauvagerie est bouleversante, c'est précisément qu'en son être même, la présence est exposée à la renverse. Au cœur de l'exposition à l'abîme, la présence est toujours catastrophique, selon le mouvement d'une strophe. Or, ce qui va venir articuler cette signifiance insignifiable, c'est le rythme, précisément défini comme articulation du souffle. Une boucle ouverte de sens, un nouage passager de sens, l'ouvert splendide du cercle herméneutique. Qu'il nous suffise ici de rappeler que la difficulté de la présence ne tient pas à trouver un accès ou la porte d'entrée de ce cercle. La difficulté tient précisément qu'il est l'ouvert entier, l'entièrement ouvert. Dès lors, au cœur de l'aporie de l'existence, l'exigence à l'impossible, c'est de s'éveiller à notre participation à ce mouvement de sens, ce branloir perpétuel. Non pas désirer un ailleurs, un alibi, l'idéalité d'une signification, mais en présence, s'y éveiller, s'y laisser participer à la faveur de quelques tropes et gestes à l'œuvre, et ainsi respirer. Reprendre l'haleine de sens. Et je vais terminer. Nous espérons avoir montré qu'à l'impossible, à la faveur du rythme qui articule le souffle, nous n'avons pas à fuir l'abîme, mais à nous y laisser rapporter, ainsi le mouvement même de l'instance psychique en l'ouvert. Dès lors, considérons comme en finale ces quelques mots de Marina Tsvetaeva. La poésie, partant de la terre, c'est le premier millimètre d'air au-dessus d'elle. Fin de citation. C'est dire que sans le don rythmique de l'œuvre, qu'est le poème invisible, l'air est irrespirable, et l'abîme engloutit la puissance d'exister. Comme le rappelle René Char, ôter le souffle d'œuvre, et c'est le charnier. L'existence ne tient qu'à ce souffle d'œuvre, de sorte qu'elle ne nous appartient pas. Pas même ne sera-t-elle notre œuvre. Bien plutôt par la respiration, dans ce moment et ce mouvement de dépossession, dessaisie de soi, nous pouvons nous éveiller à la singulière participation de notre présence au simple chant du monde. En cet horizon d'attente, hors d'attente, laissons-nous respirer. Je vous remercie.